Alors bonjour à tout le monde. Je me présente, Stéphane Morin, donc je représente la société Sportenus. On est une société de conseil et un organisme de formation. Et notre cœur de métier, c'est de travailler sur la prévention santé et le bien-être dans l'entreprise. On connaît bien le logement social parce qu'on a déjà eu l'occasion de travailler avec plusieurs organismes appartenant au logement social, soit dans le cadre de programmes pour les salariés, soit dans le cadre de suivi de cadres dirigeants. Donc aujourd'hui, on va essayer de se centrer sur les cadres dirigeants et vous verrez que le message que l'on donne pour vous vaut également pour vos collaborateurs. Donc l'idée de départ de Sportenus, c'est de faire un parallèle entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Échéance, concurrence, compétition, c'est des termes qui vous parlent. C'est des termes qui parlent dans le monde du sport de haut niveau. Et ces problématiques vont entraîner des souffrances et des problèmes de gestion du stress, du poids, de la fatigue, de la gestion des temps forts et des temps faibles, de l'hygiène de vie, du sommeil, on en a parlé tout à l'heure. Plein de sujets qui vont diminuer notre performance. Or, dans le monde du sport de haut niveau, on ne va pas voir un médecin ou un sophrologue quand on est malade ou quand on ne dort pas bien, mais on essaye d'avoir un travail qui est fait en amont, un travail de prévention, pour rester performant au quotidien. Et l'idée qu'on essaye de vous amener, c'est ça. C'est de faire en sorte que vous soyez conscient de l'état de santé dans lequel vous êtes et que vous mettiez tout en œuvre pour prévenir les problématiques qui peuvent arriver. On est partenaire de Malakoff Médéric depuis quelques années et dernièrement, on vient de faire à l'université du MEDEF un stand qui va être reproduit tout à l'heure pendant l'heure du repas dans l'accueil de la banque postale. Il y aura 4 ateliers qui vont vous permettre de mettre en phase la réalité de votre état de forme d'aujourd'hui et ce que vous imaginez de votre état de forme. Hein, on est obligé de faire des études déclaratives, mais après, quand on doit faire l'exercice vraiment, on s'aperçoit qu'il y a un petit décalage entre ce qu'on imagine pouvoir faire et ce qu'on est capable de réaliser. D'accord ? Donc, je vous rassure, c'est en tenue de ville, il n'y a pas de test sudatoire. Non, mais c'est juste 4 petits tests qui vont permettre de nous donner un état de votre forme. Et derrière, d'avoir des conseils des professionnels de santé. Donc chez Sportenus, on n'est que des professionnels de santé. Je suis ostéopathe de formation, donc on a vu qu'on a fait de la pub pour l'ostéo tout à l'heure, c'est très bien. Et donc vous aurez tout à l'heure un préparateur physique, une ostéopathe et un diététicien qui seront là pour expliquer les tests que vous allez faire et vous les commenter. D'accord ? S'il y a une chose à retenir de l'intervention de ce matin, c'est vraiment cette photo-là. Le corps, c'est une globalité, c'est un ensemble. C'est très difficile de séparer les 3 parties de l'organisme que sont le physique, l'émotionnel et le mental. On peut les schématiser comme étant 3 batteries, mais ces 3 batteries, vous voyez les flèches rouges, elles sont en interrelation toute la journée les unes avec les autres. On peut avoir mal au dos parce qu'on a porté une caisse lourde, mais on peut aussi avoir mal au dos parce que son collaborateur a changé d'entreprise ou parce qu'on s'est disputé avec son mari ou son épouse la veille au soir. D'accord ? Donc, en permanence, ces 3 batteries vont interagir. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne valez que ce que vaut la batterie la plus faible. Ça ne sert à rien d'avoir 2 batteries au top si vous en négligez une. Donc, l'important, c'est d'essayer d'avoir un regard objectif sur ces 3 batteries et puis d'apporter les solutions qui vont nous permettre de régénérer ces 3 batteries. D'accord ? Alors du coup, même si c'est une conférence, on va essayer d'être un peu interactif. On va essayer d'éviter trop d'exercices parce que vous allez en avoir beaucoup cet après-midi avec les intervenants que vous avez. Mais je vais quand même essayer de vous faire un petit peu travailler sur la problématique santé. Et donc le plan de l'intervention, il est simple. Pardon. On a dit qu'il y avait 3 batteries. On va voir comment mieux recharger chaque batterie et comment éviter qu'elle s'amenuise. D'accord ? Sur les 3 batteries, on va essayer de garder le même plan. OK ? Alors, on va commencer par la batterie physique. La batterie physique, qu'est-ce qui va amenuiser la batterie physique ? Qu'est-ce qui va faire diminuer votre batterie physique au cours de la journée ? C'est
tout ce qui va être les polluants, bien sûr, donc le tabac, l'alcool, mais aussi l'immobilisme. C'est beaucoup plus dur de rester 7 ou 8 heures sur une chaise que d'aller faire un footing. C'est beaucoup plus traumatisant pour l'organisme. Hein, aujourd'hui, on parle beaucoup des bureaux assis debout. C'est vrai que l'être humain n'est pas fait pour être assis en permanence. Donc, à tous les niveaux, ça sera plus sollicitant et donc ça va user votre batterie physique. Bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, même si les dirigeants d'entreprise déclarent bien manger, une alimentation déséquilibrée, c'est une problématique. Et on sait qu'on n'a pas forcément souvent le temps. Plus on monte dans les strates de l'entreprise et plus le temps est limité. Et donc, vous ne prenez pas suffisamment le temps et puis vous avez l'habitude d'enchaîner très vite entre le repas et la reprise du travail. Et bien sûr, les traumatismes, qu'est-ce qui va amenuiser la batterie physique? Tous les traumatismes, qu'ils soient physiques, d'accord, mais aussi climatiques. Alors, on sait que tout ça, ça va influer sur notre énergie. Comment, au contraire, on va régénérer cette batterie? L'inverse, en prenant un peu plus d'eau régulièrement, en dormant bien, en respirant de façon consciente, vous le ferez cet après-midi, et en essayant d'être un peu plus relâché en permanence au niveau musculaire. Et puis aussi suivre son horloge biologique, on aura peut-être le temps d'en parler tout à l'heure. Alors, comment mieux se préparer dans sa batterie physique? La batterie physique, elle est composée de 3 parties. Je peux prendre le... Voilà, vous m'entendez? Elle comporte 3 parties. Une partie qu'on appelle le système cardio-pulmonaire, qui est un peu le moteur de l'organisme, d'accord? Une partie qui est liée à la structure osseuse, hein, qui va toucher, on le verra dans l'entreprise, les troubles musculo-squelettiques, et une partie qui est plus liée au rachis, d'accord, avec notamment tous les problèmes de mal de dos dont on parle aujourd'hui dans l'entreprise. Le système cœur-poumon, en quoi il vous concerne? Dans la batterie physique, c'est là où on gère notre énergie. Et vous, ce qui vous guette ou ce que vous souhaitez à éviter, c'est d'être fatigué. Comment on fait pour être moins fatigué? Pour être moins fatigué, il faut déjà être mieux préparé. Si on est mieux préparé physiquement, on se fatiguera moins. D'accord? Vous savez que dans tous les sports de haut niveau, la première partie de l'entraînement, ce qui a lieu souvent l'été, c'est ce qu'on appelle le travail foncier, où on va demander aux sportifs de faire un travail qui va développer son système aérobie, c'est-à-dire la consommation d'oxygène pendant l'effort. En fait, votre cœur, c'est le moteur du corps, et on calcule la cylindrée d'une voiture de la même façon on calcule la cylindrée d'un être humain. D'accord? C'est ce qu'on appelle la VO2 max. Et en fait, plus vous êtes capable d'aller loin dans l'effort, moins vous serez fatigué. D'accord? Donc on va faire un petit test très rapide. Vous allez mettre votre doigt sur la partie latérale du cou, ou pour ceux qui veulent, sur la partie externe du poignet, c'est-à-dire vers le pouce. D'accord? Et vous devez sentir un battement. Ouais? Est-ce que tout le monde a le battement? Sur la partie latérale ici, ou sinon au niveau du poignet sur la partie externe. Ouais? Tout le monde là? Alors je vais vous donner 2 bips, d'accord? Et vous allez compter le nombre de pulsations que vous avez entre les 2 bips. Ok? Je vous rassure, pour ceux qui n'y arrivent pas, tout à l'heure, les intervenants auront des cardiofréquences-mètres, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous êtes prêts pour tout le monde? Top. Top. Ce chiffre-là, vous allez le multiplier par 4. Alors vous avez des téléphones, vous avez du papier, vous avez des crayons. Ça devrait être faisable. Vous êtes des dirigeants. Normalement, vous devriez trouver un chiffre qui se situe autour de 70. D'accord? On dit que la moyenne à peu près pour un Européen, on est autour de 70 pulsations par minute. Si vous êtes au-dessus, vous inquiétez pas. C'est 70 pulsations par minute le matin au réveil. D'accord? Donc là, vous avez pris les transports. Des fois, vous avez mis très longtemps pour arriver. Vous avez vu des gens que vous connaissez. Vous avez discuté. Vous avez eu des émotions. Tout ça, ça augmente le rythme cardiaque. D'accord? Inversement, si vous avez moins, c'est super. Ça veut dire qu'on vous a donné une Ferrari au départ. C'est bien d'avoir une Ferrari. Après, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a fait de cette Ferrari. Donc, je ne vais pas vous faire faire le test là parce que j'avais empiété sur ce qui va se passer après, mais ce que je vous invite à faire, c'est tout à l'heure, il y a un petit test cardio qui est très rapide, qui vous permet de savoir si
c'est bien d'avoir un moteur puissant, mais aujourd'hui, où vous en êtes avec ce moteur? D'accord? On appelle ça le test de Ruffier-Dixon. C'est un test que l'on fait faire aussi aux sportifs de haut niveau et qui va permettre de calculer votre adaptation physique à l'effort. D'accord? Alors, on va le passer. Tac, tac. Du coup, vous évitez les calculs. Deuxième partie importante, le mal de dos. D'accord. C'est dans l'entreprise une problématique qui revient souvent. Et pour vous, en tant que dirigeant, vous savez que c'est une zone qui est sensible. Alors, elle est sensible, on l'a vu tout à l'heure, parce qu'elle va rapporter aussi la partie émotionnelle. D'accord? Le fameux « j'en ai plein le dos », on peut avoir effectivement mal au dos parce qu'on a plein le dos. Et il y a une vérité aussi physique. D'accord? Vous voyez le monsieur sur la photo. Est-ce que ce monsieur, il risque d'avoir mal au dos? Même avant d'avoir arrêté. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est d'avoir un équilibre entre 3 points. La tonicité, parce que c'est vrai que c'est les muscles qui vont maintenir la colonne, et c'est important d'avoir une colonne tonique, d'accord? Mais également la souplesse, parce que ce monsieur, il a l'air d'être très tonique. Est-ce qu'il est souple? On peut supposer que non, d'accord? Et si on n'est pas souple, on risque d'avoir des douleurs au niveau de la colonne rachidienne, d'accord? Et enfin, le troisième point, c'est ce qu'on appelle vulgairement la proprioception, en gros l'équilibre. C'est bien d'avoir des muscles, mais c'est bien que ces muscles-là, ils répondent au bon moment. Et c'est toujours très intéressant de voir, de travailler les trois. D'accord? Si on reprend sur la partie musculaire, quel est le muscle le plus important pour protéger la colonne vertébrale? Voilà, c'est d'abord les abdominaux. D'accord? La ceinture abdominale, c'est la ceinture qui va protéger la colonne vertébrale. Donc c'est super important d'avoir une ceinture abdominale bien gainée. Plus elle est gainée, moins on a de chances d'avoir mal au dos. Comment on peut faire travailler ces abdominaux? Est-ce qu'au départ, vous pensez qu'on a été créé pour faire des abdominaux uniquement comme Rocky? Est-ce qu'ils ont été mis là pour ça? Non. Le gainage, on va en parler, c'est très intéressant. Mais avant ça, les abdominaux, c'est le seul muscle expirateur de l'organisme. D'accord? C'est le muscle qui va permettre de vider l'air que l'on a inspiré. Et lorsqu'on fait une expiration forcée, puisque l'expiration normale, c'est un retour passif de l'inspiration, mais lorsqu'on veut vider complètement l'air que l'on a dans les poumons, on va utiliser les abdominaux. Quels sont les gens qui ont les ceintures abdominales qui nous font le plus rêver? Les gens qui font du demi-fond ou du sprint court, on appelle ça. D'accord? C'est-à-dire ceux qui vont faire autour de 800 mètres, 400 mètres. Quand ils franchissent la ligne, ils s'éclatent par terre, ils ne peuvent plus respirer. Vous voyez les décathloniens quand ils font un 1500 mètres. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, ils ont utilisé plus d'oxygène qu'ils étaient capables d'en récupérer. Et donc, ils sont dans ce qu'on appelle une dette en oxygène. Ils ont besoin de ventiler énormément. Et vous voyez leurs abdominaux qui se contractent. Et ils ont des ceintures abdominales terribles. Regardez les lévriers dans la nature. C'est pareil, les lévriers, la ceinture abdominale des lévriers, ça rentre à l'intérieur. Nous, ça rentre moins. D'accord? Donc, super important de travailler cette ceinture abdominale. Alors, c'est vrai qu'on peut le travailler avec la respiration. C'est le premier point. Et sûrement que cet après-midi, vous allez le faire avec les praticiens qui sont ici. Mais on peut le faire aussi au niveau au-dessus avec des exercices de gainage. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les exercices dynamiques, on en fait de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que c'était très sollicitant au niveau du dos. Et donc, on a plus tendance à travailler en gainage. Le gainage, ça veut dire qu'on va maintenir une position et que cette position, on va essayer de travailler, de faire un mouvement dans cette position. On en fait un très facile. Vous allez vous mettre debout. Vous allez juste vous mettre sur une jambe et vous allez fléchir la jambe opposée. D'accord? Voilà. Le fait de tenir en équilibre, une jambe fléchie, touchez vos abdominaux, voilà un exercice de gainage. D'accord? Et si après je veux corser la difficulté, je vais essayer sans tomber de bouger ma jambe. Voilà un exercice que font les sprinteurs, par exemple, pour gainer leurs abdominaux. D'accord? C'est bon.
On a dit importance de la tonicité, importance de la souplesse. La souplesse, c'est très important. Et une des problématiques qu'on parlait tout à l'heure de la station assise prolongée, c'est justement qu'on est dans ce qu'on appelle la triple flexion. Flexion de la hanche, flexion du genou, flexion de la cheville. Ça ne fait pas plaisir, mais ça fait partie de ce qui nous arrive aujourd'hui. Vous avez tous eu l'occasion d'aller dans des maisons de long séjour pour accompagner nos aînés dans leur fin de vie. Et vous voyez que les gens qui sont restés très longtemps assis, ils n'arrivent même plus à se déplier. D'accord ? Parce que cette partie qui est derrière la jambe, qu'on appelle les ischio-jambiers, c'est un muscle qui est très blanc. En fait, vous savez, dans un muscle, il y a une partie rouge, qui est la viande, et une partie blanche, qui est le tendon. Ce muscle-là, il a beaucoup de blanc, il n'a pas beaucoup de rouge. Donc quand il se rétracte, il a tendance à se raccourcir et au fil du temps, il perd de son élasticité. Et vous allez voir tout à l'heure, je vous invite à le faire le test. Vous allez être sur une plateforme et vous allez mesurer votre distance entre les doigts et le sol. Vous allez voir que plus les années passent, plus le sol s'éloigne de nos doigts. D'accord ? Pourquoi ? Parce que cette chaîne postérieure, elle a tendance à être un petit peu rétractée. D'accord ? Ces exercices-là, c'est important de les travailler. Vous avez des intervenants cet après-midi, vous ferez certainement des exercices là-dessus, donc je ne veux pas empiéter. Je vous en montre juste un qui est très à la mode, plus du tout dans la chaîne postérieure, mais vous savez qu'aujourd'hui, dans nos cabinets, en ostéopathie notamment, on voit beaucoup de gens qui arrivent avec des tendinopathies au niveau du coude, la fameuse tennis elbow, d'accord, en tapant, en travaillant avec la souris. Pourquoi ? Parce que si vous êtes comme ça, vous allez le faire. Quand vous êtes sur votre souris, vous êtes en flexion du poignet, extension des doigts, extension du poignet. Touchez l'extérieur de votre bras quand vous faites ça. Vous sentez que les muscles qui sont ici, ils sont contractés. Et vous les contractez en permanence parce qu'on est tout le temps en train, le doigt sur la souris, de cliquer. Si ces muscles qui sont contractés en permanence, ils se rétractent et ils tirent sur leur insertion. Il suffit pour ça. Je change de main. Il suffit d'étirer ce muscle-là pour ne jamais avoir de tendinite. En tous les cas, avoir beaucoup moins de chances d'en avoir. Donc vous allez tendre le bras devant vous, le coude est tendu, d'accord ? Avec la main opposée, passivement, on va venir fléchir le poignet droit, voilà. Pour les moins souples d'entre nous, ça tire déjà ici. Pour ceux qui sont souples, vous allez tourner la main du côté du petit doigt. Du petit doigt, voilà. Bras tendu. Est-ce que ça tire sur le côté ? Vous devez sentir que ça tire sur le bord externe ici. Je vois un œil dubitatif. C'est bon ? Fléchissez les poignets. Voilà, comme ça. Ouais. D'accord ? Et bien, vous faites ça 6 fois 10 secondes dans la journée. Et vous le montrez à vos salariés, surtout. Comme ça, il n'y aura plus d'arrêt de travail. D'accord ? Et vous évitez les tendinites au niveau du coude. Donc, très important de garder une certaine souplesse au niveau de notre organisme. Et le dernier point, on a dit que c'était l'équilibre. On le voit arriver dans les entreprises. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans vos entreprises, mais c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure des bureaux assis debout. Et on voit aussi maintenant dans les salles de réunion, dans les entreprises, arriver des Swiss balls. Vous savez, ces gros ballons ronds. Alors, être assis toute la journée dessus, ça n'a pas de sens. Mais être assis dessus pendant une réunion ou pendant une pause café, c'est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler ce qu'on appelle l'équilibre du bassin. C'est-à-dire qu'on va forcer ces muscles à réagir au déséquilibre et à intervenir au bon moment. D'accord ? Donc ça, très intéressant. C'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans 2-3 entreprises où dans les salles de pause, on voit arriver ces ballons. C'est aussi une bonne idée pour prévenir les douleurs lombaires. D'accord ? En tous les cas, pour vous, ça doit valoir 10 € chez Decathlon. Bon, le problème, c'est qu'il faut le gonfler et dégonfler parce que ça prend beaucoup de place dans nos appartements. Mais ça vaut le coup d'en faire un petit peu régulièrement. C'est un bon moyen de prévenir les douleurs lombaires. D'accord ? Ça, c'était pour la partie mal de dos. Un autre point dont on parlait, donc c'est les troubles musculo-squelettiques. Donc c'est effectivement tous les problèmes liés à l'articulation, donc l'épicondyle dont j'ai parlé juste avant, c'était cette partie. D'accord ? Donc au niveau des articulations, pour éviter tous ces problématiques dont on entend parler, que ce soit au niveau de l'épaule ou du poignet, bien avancer sur la partie étirement. Hop, trop tôt. On a vu comment mieux se préparer physiquement. On va voir comment mieux récupérer physiquement. Quels sont pour vous les facteurs les plus importants de la récupération physique ? Le sommeil, très bien. Et puis,
Ouais, super, l'hydratation. Les deux facteurs numéro 1 de la récupération physique, c'est l'hydratation et le sommeil. L'hydratation, pourquoi? Parce qu'on est composé à plus de 85% d'eau. Et donc le corps humain, c'est de l'eau. Il faut renouveler cette eau en permanence parce que c'est le milieu dans lequel baignent nos cellules, à la fois entre les cellules, mais dans la cellule elle-même. D'accord? Recommandation mondiale de l'OMS, combien il faudrait boire d'eau par jour? Ouais, 1,5 litre en dehors des repas. Ça veut dire que ce qui est pris pendant les repas, normalement, n'est pas considéré, puisque c'est la partie où on devrait le moins le boire. D'accord? Donc 1,5 litre, ça veut dire la bouteille dans la journée. J'ai vu qu'il y avait des petites bouteilles, le président et Armel bien organisé, il y a des petites bouteilles dans la journée, donc ça veut dire au moins 2 bouteilles dans la journée facile. D'accord? C'est très très important. C'est le facteur qui va nous permettre d'éliminer les déchets de l'organisme. Plus on a de déchets dans l'organisme, plus on va polluer son organisme, plus on va aller vers la lésion. Quels sont les signes qui peuvent vous montrer que vous n'avez pas assez bu dans la journée? Les crampes, mais c'est tardif, d'accord? Quand on a des crampes, c'est un peu tard, mais c'est ça. Le mal de tête, pareil, c'est tardif. Quoi d'autre? Il y en a d'autres, il y en a des plus précurseurs que ça. Le avoir soif, très bien, mais c'est pareil. Quand on a soif, c'est que le milieu intérieur a déjà réclamé de l'eau. Il y en a un que vous avez tous vécu. Vous avez une paupière qui se met à battre. Vous avez un muscle qui se met à bouger tout seul, à fibriller, on appelle ça. D'accord? Ça, c'est le signe que l'organisme manque d'eau, que son état intérieur est trop pollué et qu'il va falloir le régénérer. Et qu'est-ce qu'on fait quand on va chez le médecin et qu'on lui dit qu'on a une paupière qui bat? Il va nous donner du magnésium. On a déjà super de l'électricité dans le corps et on va rajouter Mg2+. Pensez d'abord à boire et vous verrez que le magnésium, c'est pas tout de suite. D'accord? Donc l'hydratation, c'est vraiment super important. On ne considère comme hydratant que l'eau. Le café, l'alcool, la bière. On a fait une intervention dans le Nord, il nous avait dit mais la bière, ça compte? Non, 1,5 litre de bière par jour, ça ne compte pas. D'accord? Donc super important de bien s'hydrater et de s'hydrater en permanence. On fait souvent des conférences avec des sportifs de haut niveau. Et notamment, on travaille avec Muriel Urtis, qui est une ancienne championne d'athlétisme, de 200 mètres, 400 mètres et 100 mètres. Et elle nous disait qu'en période d'entraînement, ils boivent entre 12 et 15 litres par jour. D'accord? Alors là, ils sont dans l'hyper-hydratation, mais parce qu'à chaque fois qu'ils vont faire un effort physique, ils vont user énormément d'eau. Et moins on a d'eau dans l'organisme, plus on risque de se blesser. 5% d'eau en moins dans le corps, et 5%, c'est pas beaucoup, c'est 20% de performance en moins. 20% de performance générale. Ça ne veut pas dire que physique. Ça veut dire que si vous êtes mal hydraté, vous êtes moins concentré, vous êtes moins opérationnel mentalement également. D'accord? 5%. Tout à l'heure, lorsque vous ferez l'impédance-métrie, c'est ce qui nous permet de calculer pas uniquement la masse, ça n'a aucun intérêt de savoir le poids de corps. L'IMC aujourd'hui, c'est un peu dépassé. Même l'Organisation mondiale de la santé est en train de rapprocher ça avec le périmètre abdominal, puisque ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir si vous avez une masse importante, c'est de savoir dans votre masse quelle est la partie osseuse, quelle est la partie d'eau, de muscle et surtout de masse graisseuse qui est moins utile. D'accord? Il faut en avoir une partie, mais pas forcément autant. D'accord? Donc tout à l'heure, vous aurez votre masse hydrique, et ce qui est très intéressant pour un sportif, quand on est en compétition, pour nous, quand on veut perdre un peu de poids, c'est de perdre de la masse graisseuse, mais de jamais perdre de l'eau. D'accord? Tous les régimes où on va s'assécher, c'est très mauvais pour ça, puisqu'on devient moins performant. OK? On a dit le sommeil. Qu'est-ce que vous connaissez du sommeil? Si je vous parle de sommeil, qu'est-ce qui vous vient par la tête? Cycle, sommeil paradoxal, cortisol, c'est déjà... Alors, en fait, cycle, c'est vrai. On représente le sommeil par un petit train. Pourquoi? Parce qu'il y a une locomotive et derrière, il y a des wagons qui se reproduisent plusieurs fois dans la nuit. D'accord?
En gros, on dit que c'est 7 à 8 heures en Europe, d'accord, la durée moyenne du sommeil. La première partie, c'est l'endormissement. C'est la locomotive. Il faut arriver à s'endormir au moment où elle passe, d'accord. Et d'ailleurs, on dit que si on a raté le train, des fois, il vaut mieux faire autre chose plutôt que de batailler pendant 2 heures dans son lit en attendant qu'il repasse, d'accord. L'endormissement, c'est 7 minutes en moyenne. Ça veut dire que quand on est dans son lit, que la lumière est éteinte et qu'on a décidé de s'endormir, on devrait s'endormir en 7 minutes. On va dire en 10 minutes. Ça veut dire que si tous les soirs, quand je vais dans mon lit et que j'ai décidé de m'endormir, je mets une demi-heure, 40 minutes, 1 heure à m'endormir, c'est qu'il y a un problème. C'est que le sas de décompression que je devrais avoir entre les problématiques du travail, les problématiques de la maison et la phase de repos, de récupération, elle n'a pas eu lieu. D'accord ? Ça, tout à l'heure, certainement en sophrologie, vous allez travailler dessus. C'est très, très important pour vous d'arriver à savoir lâcher prise, laisser derrière les problématiques de façon à, quand vous êtes dans cette phase qui est très importante pour votre performance de récupération, que vous soyez opérationnel. D'accord ? Plus l'activité nerveuse, l'activité cérébrale est intense, plus c'est difficile de trouver le sommeil. Dans le sommeil, globalement, on va schématiser, hein, peut-être que tout à l'heure, avec le praticien, vous irez plus loin. Il y a 2 parties. Il y a une partie qu'on appelle le sommeil léger, à peu près 40 minutes, et une partie qu'on appelle le sommeil profond, à peu près 40 minutes. Donc c'est des cycles, d'accord, d'1h30 qui vont se répéter plusieurs fois dans la nuit. Le sommeil léger, qu'est-ce que c'est ? C'est le facteur numéro 1 de la récupération physique. Les hommes politiques, les grands chefs d'entreprise utilisent ces phases de récupération. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est très important. Vous avez des journées qui sont très longues. Il faut que dans des moments creux, vous sachiez récupérer. Donc la sieste, la phase de sommeil léger, c'est une phase qui va nous permettre de récupérer physiquement. Par contre, mentalement, je ne récupère pas. Émotionnellement, je ne récupère pas. Vous êtes... on va prendre le week-end. Hein. On n'est pas dans l'entreprise. On ne va pas dire que vous faites la sieste dans l'entreprise. Pour l'instant, ce n'est pas encore complètement rentré dans les mœurs. Donc c'est le week-end. Vous êtes devant la télé, vous regardez votre match de rugby. On est rugbyman à Sportenus, hein, c'est pour ça je crois qu'il n'y a pas de foot. Et puis, vous regardez ou votre émission de déco, ou votre émission de cuisine, ou votre émission tout court. Et puis, d'un seul coup, vous entendez ce qui se passe à la télé, mais vous ne voyez plus les images. C'est ça le sommeil léger. Et quelqu'un rentre, hop, tout de suite, vous avez les yeux ouverts. Non, je ne dormais pas. Vous êtes opérationnel, d'accord ? Très, très, très important. Je suis opérationnel tout de suite. Pourquoi ? Parce que j'ai récupéré physiquement, mais mentalement, émotionnellement, je n'ai pas eu d'impact sur mon rythme. Donc, je peux réagir, et c'est le sommeil qu'utilise le navigateur. On travaille avec beaucoup de navigateurs chez Sportenus. Quand ils font des grandes traversées, eh ben, ils vont dormir sur des plages horaires de 30 à 40 minutes. D'accord ? Jamais dépasser 40 minutes pour pas tomber dans... Parce qu'il peut y avoir une alarme, il peut y avoir une manœuvre d'urgence à effectuer, et ils doivent être tout de suite opérationnels. D'accord ? Inversement, sommeil profond. Les vacances ne sont pas très loin derrière nous. Vous avez eu l'occasion pendant les vacances de profiter pour régénérer vos batteries et dormir un peu plus que d'habitude. Et c'est vrai que pendant les vacances, la sieste s'installe plus facilement. Et donc vous êtes parti pour faire la sieste. Vous avez promis aux enfants ou aux copains ou aux collègues que vous alliez partir à la plage à 3h. Et à 3h, vous ne vous êtes pas réveillé. Et on vient vous chercher à 3h20 alors que vous avez dépassé vos 40 minutes de sommeil léger. Et là, c'est la mort. Vous ne savez pas où vous êtes. La personne qui vous a réveillé, vous avez juste envie de la tuer. Et puis la journée est morte parce que vous êtes complètement groggy. Pourquoi ? Parce que vous avez abaissé votre rythme cérébral et que ces ondes cérébrales, elles ne peuvent pas se réactiver aussi facilement. Et donc là, vous êtes dans ce qu'on appelle le sommeil profond. Moins de récupération physique, mais une récupération mentale qui est très très importante. Et entre les 2 cycles, vous voyez, il y a un wagon qui est un peu spécial, qu'on appelle le sommeil paradoxal, on en a parlé tout à l'heure. C'est la phase de rêve. Il peut y en avoir, comme il ne peut ne pas y en avoir entre les différents trains. Et on peut se rappeler de ses rêves ou on peut ne pas s'en rappeler, d'accord ? Mais le sommeil paradoxal, vous avez certainement vu ces images sur Internet, c'est un moment où vous avez des mouvements des yeux qui sont accélérés. Hein, on voit les gens qui dorment, ils sont filmés avec des caméras infrarouges, et on voit leurs globes oculaires qui sont très actifs.
Et d'ailleurs, il y a une technique qui a été tirée de cette phase-là, qu'on appelle l'EMDR. Je ne sais pas si vous connaissez, quand dans les techniques de relâchement, on peut travailler sur la cohérence cardiaque, c'est des termes qui viennent à la mode, l'hypnose ericksonienne et l'EMDR, où on travaille avec le mouvement des yeux pour ralentir le système cérébral et le rythme cardiaque. D'accord ? Ça vient de là. Et enfin, entre chaque cycle, il y a un mouvement de latence. Il y a un moment de latence. Ça veut dire quoi, il y a un moment de latence ? Ça veut dire que entre deux cycles, on peut se réveiller. C'est physiologique. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure et demie, c'est possible que s'il y a du bruit dans la maison, que si vous avez laissé un souci vous perturber, que vous vous réveillez entre deux cycles. Si vous vous rendormez aussi vite, ce n'est pas problématique. Ce n'est pas pathologique. D'accord ? Pathologique. Voilà un mot important. Le sommeil, c'est un point primordial de la performance et il faut le traiter comme ça. Ça veut dire que dès qu'on ne dort pas, ce n'est pas pour autant qu'on va prendre des médicaments pour bien dormir. Il y a plein de professionnels qui travaillent dessus, qui peuvent vous aider, que ce soit la sophro, que ce soit l'ostéo, l'acupuncture, la phyto. Il y a plein de choses à faire avant de bouleverser vos rythmes avec des médicaments. Parce qu'une fois qu'on l'a bouleversé avec les médicaments, c'est beaucoup plus difficile de retrouver un rythme normal. D'accord ? Donc essayez plein de choses avant de passer aux drogues dures. L'appli, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde connecté. Vous savez que la santé connectée, c'est un des points et des enjeux de demain sur la santé. Il y a plein d'applis qui existent, ou de bracelets, ou ceux qui ont l'iWatch, etc., qui vont mesurer vos cycles de sommeil. Comment ça marche ? Et on se sert de ça, en fait. Quand on a un sommeil paradoxal, on bouge beaucoup dans son lit. Et donc la montre repère cette phase-là pour signifier la fin d'un cycle. Et elle est capable de vous dire combien vous avez mis de temps entre deux cycles. Et du coup, de vous permettre, pour ceux qui voyagent beaucoup, alors je ne sais pas si c'est une problématique que vous avez au niveau du logement, mais quand on a beaucoup de jet lag, ça peut être intéressant parce que pour se réveiller dans un sommeil léger quand on est à l'étranger, et pas se réveiller dans une phase de sommeil profond. D'accord ? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va voir si vous dormez bien. On va faire un test, Armel, pour tuer la salle. on va savoir si vous dormez bien. On va vous tester. Vous avez... est-ce que vous voyez déjà ? Ouais. Tac. Vous avez... et c'est emballé là. J'arrive. Vous allez avoir 12 affirmations. Le précis, c'est bien, mais après, ça fait un peu mal au cœur, je sais. Tac. Il est là. Voilà. Pareil, c'est un test scientifique. Il y a 8 affirmations. Dans ces 8 affirmations, vous avez 4 cotations possibles. 0 si, dans cette position, c'est exclu, je ne somnolerai jamais. 1 point si il y a un petit risque que je somnole. 2 points si il pourrait m'arriver de somnoler, c'est probable. Et 3 points si je somnolerai à chaque fois, c'est systématique. Et vous avez les 8 affirmations ici. Est-ce que vous les voyez ? Pas tous. Ah voilà. Tac. C'est mieux là ? Au fond, vous voyez ? Donc ce que je vous invite à faire, c'est soit sur votre papier, soit sur votre... soit de tête. On va arriver à le faire de tête. Vous marquez des points en face de ces 8 affirmations. Allez, vous avez 2 minutes. C'est bon pour tout le monde ? 8 x 3, 24. Si vous avez marqué plus 24 points, vous êtes trompé. Donc là, il y a... Tac. Voilà. Si vous avez marqué plus de 12 points, vous souffrez de ce qu'on appelle la somnolence diurne excessive. C'est pas très grave, ça veut juste dire que comme vous dormez pas assez la nuit, dans des situations de la vie courante où vous ne devriez pas vous endormir, votre organisme a besoin de récupérer et utilise ces moments-là pour se régénérer. D'accord ? Et vous tombez plus facilement en somnolence. Ça ne veut pas dire que c'est grave, ça veut juste dire que c'est le bon moment pour vous faire aider. D'accord ?
Ça peut être, je vous dis encore une fois, plein de choses naturelles, et même l'activité physique, souvent, est un moyen de réguler. On parlait de cortisone tout à l'heure, mais vous savez que il y a aussi des hormones qui sont sécrétées pour réguler le sommeil, hein, principalement la mélatonine. Et cette mélatonine, elle va être sécrétée si on reste à la lumière du jour et si on s'active. Donc c'est pour ça qu'on demande aux sportifs, lorsqu'ils vont à l'étranger, dès qu'ils arrivent, d'aller faire un footing à l'extérieur pour essayer de casser ce jet lag. De la même façon pour vous, sans que ça soit à l'étranger, si vous avez à un moment donné des problèmes de sommeil, marcher un peu plus ou faire une activité physique va permettre de sécréter un peu plus de mélatonine et de réguler naturellement le sommeil. On est toujours dans la batterie physique. Juste 2 mots sur la chronobiologie. En fait, nos organes ont des cycles de veille et des cycles de repos. Et la problématique majeure qu'on a observée chez les dirigeants d'entreprise, c'est que vous ne respectez pas forcément le rythme organique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont travailler tard le soir ou tôt le matin et qui vont travailler ou épuiser certains de leurs organes, et que malheureusement on s'est aperçu, vous en avez parlé tout à l'heure en introduction, qu'il y a des dirigeants d'entreprise qui partent un peu trop tôt, souvent parce qu'ils ont usé leur organisme, d'accord ? Donc d'où l'importance de bien récupérer, et lorsqu'on ne peut pas, parce que on travaille avec l'étranger ou parce que les gens embauchent tôt le matin, il faut qu'on soit là tôt le matin, de savoir que si on fait travailler un organe qui doit se reposer à ce moment-là, il faudra lui laisser dans la journée une plage de repos. Ce que vous connaissez, ce que vous avez tous expérimenté, c'est il y a une petite glande au-dessus des reins qu'on appelle la surrénale. Et dans cette surrénale, il y a une partie qu'on appelle la médulosurrénale et la corticosurrénale qui vont sécréter l'anti-inflammatoire le plus important du corps, qu'on appelle la cortisone. D'accord ? Et entre 1h et 3h du matin, cette cortisone est moins produite par l'organisme. Si vous êtes enrhumé, si vous faites une entorse de cheville, si vous êtes malade, vous verrez que vous êtes réveillé entre 1h et 3h du matin, parce que tous les phénomènes dits inflammatoires ne sont plus compensés naturellement. D'ailleurs, nous, en tant que professionnels de santé, on l'utilise. Quand les gens ils nous appellent, nous disent « Ah, il faut prendre, je suis bloqué du dos, c'est urgent », on leur demande, première chose qu'on leur demande, c'est « Est-ce que vous êtes réveillé cette nuit ?» « Non, non, mais j'ai super mal. » Ça attendra quelques jours, d'accord ? Parce que ça veut dire que c'est pas inflammatoire, d'accord ? Donc ça, c'est, voilà, le rythme des organes, c'est un intérêt par rapport à ça. Deuxième batterie, on va aller plus vite sur les 2 autres, je vous rassure. C'était un point spécial sur la batterie physique, parce que c'est celle généralement qui est la plus négligée par les dirigeants. Et sur les autres, on sait que vous avez déjà pas mal travaillé dessus. Je vais vous donner juste quelques petites indications. On ne va pas revenir sur le stress, parce que vous allez certainement le faire cet après-midi avec les intervenants, et que stress dit stress, l'impact du stress sur l'organisme, on l'a tous déjà un petit peu entendu parler. On va juste parler des méthodes qui nous permettent de récupérer par rapport à la gestion du stress. Comment on peut se déstresser ? Il n'y a pas 50 possibilités, il n'y en a que 2. Soit on va travailler sur des méthodes dites douces, soit on va travailler sur des méthodes dites dures. Et malheureusement, je dirais que ce n'est pas nous qui décidons. C'est un peu inné, génétique. On va prendre un exemple. On va prendre notre ancien président de la République et notre nouveau président. Il y en a un qui est hyperactif, d'accord, toujours en mouvement. On appelle ça un surrénalien. Il produit beaucoup d'adrénaline. Et lui, il va avoir besoin de se dépenser physiquement. Il le médiatise, hein. Il prend son vélo, il prend ses tennis. Pourquoi ? Parce que quand ces gens-là ont fait un effort physique, les surrénales produisent moins d'adrénaline et on est moins tendu. L'adrénaline, c'est ce qui permet de contracter en permanence les muscles du corps, et qui font qu'à la fin de la journée, on rentre à la maison avec les épaules sous les oreilles, qu'on serre tellement la mâchoire qu'on est obligé de porter des gouttières la nuit. D'accord ? On voit ça énormément dans le cabinet. Voilà, ça c'est l'adrénaline. D'accord ? Première méthode, eux ils sont obligés de s'épuiser physiquement. On prend le nouveau président, on voit que c'est pas du tout le même mode de fonctionnement.
il a besoin de travailler sur la respiration, sur le temps de pause, sur la réflexion. Il va être beaucoup plus facile de travailler en sophrologie avec ces gens-là que de travailler avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce que il y a notre intervenant tout à l'heure, et je sais que mes intervenants de sophro, pareil, ils me disputent quand je dis ça. Si quelqu'un qui a un mode de fonctionnement dynamique arrive à aller vers la sophro, c'est le top. Mais ce n'est pas ceux qui vont résister, ce n'est pas ceux qui vont y aller le plus spontanément possible, d'accord ? Ce sera beaucoup plus difficile pour ces gens-là de rester allongés, de se concentrer, de ne pas rigoler, parce que mécaniquement, physiologiquement, ils ne sont pas construits comme ça. Donc voilà, deux modes de fonctionnement qui sont très différents. Si vous avez de quoi noter, on peut faire un deuxième petit test. Il est un peu plus long, donc je vous dis de quoi noter, parce que, ou sur votre téléphone ou ça, parce que là, pour le coup, ça va être plus difficile pour suivre. C'est pour savoir dans quel mode de fonctionnement vous êtes. Parce que c'est pas tout que je vous dise, voilà, il y a ces gens-là et ces gens-là, mais ce qui vous intéresse, c'est moi, comment je fonctionne. D'accord ? Donc ce que je vous propose, c'est un tout petit peu plus long. Voilà. Est-ce que vous voyez au fond ? Ouais. Donc il y a plusieurs affirmations avec des lettres à côté. Je vous demande juste de noter la lettre qui correspond à l'affirmation qui serait la plus en phase avec vous. Bien sûr qu'il y a des fois, vous allez me dire, voilà, c'est pas ce que j'aurais dit, mais celle qui correspond le plus, d'accord ? Êtes-vous toujours en train de courir ? Oui, systématiquement. Oui, quand la situation l'exige. Non, vous avez besoin de prendre votre temps. Jamais, vous ne supportez pas. D'accord ? Vous notez la lettre qui correspond. Est-ce que vous le lisez tous ou vous voulez que je... C'est bon au fond ? Vous allez additionner les A et les D ensemble, les B et les E ensemble, et les C et les F ensemble. Et votre profil sera déterminé par le groupe qui aura le plus de points. A et D, B et E, C et F. Oui. C'est bon pour la dernière? C'est bon pour tout le monde? Je la mets après. Hein. A, D, B, E, C, F. C'est bon pour le slide? Je reviens de toute façon. La toute première, c'est celle-là. C'est bon? Ah, pardon. Donc après, vous additionnez A et D. C et F et B et E. C'est ça. Il doit y en avoir 3 x 4, 12 et 3, 15, oui. Ouais, je vous le remets. C'est bon pour la première, hein? Hop. Il est là. Alors, vous avez normalement, alors il y en a qui peuvent avoir les 3 groupes à égalité, mais normalement vous avez un groupe qui se détache. Si le groupe qui se détache, c'est A et D, bah c'est un peu l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. Alors, moins parce que c'est vous, c'est moins marqué forcément, mais c'est un peu le surrénalien, d'accord ? C'est celui qu'il faut qui aille vite en permanence, qui est toujours actif et qui a besoin pour se calmer plutôt de travailler, plutôt de s'épuiser. Vous êtes bien quand vous êtes épuisé, physiologiquement. Si vous êtes dans le groupe B et E, bah cet après-midi en sophro, vous allez vous régaler parce que vous avez naturellement plus de facilité pour aller vers ce travail-là. Vous avez besoin de travailler sur la respiration, la visualisation, c'est votre truc. Est-ce qu'il y en a qui ont eu C et F ? Une. Alors, c'est les gens équilibrés. Alors, c'est le seul groupe qui est équilibré, mais généralement dans la salle, il n'y en a jamais. Donc, c'est très bien. Bravo.
Voilà, donc ça vous donne une petite information sur ce que vous devez rechercher, vous, en priorité, pour gérer votre stress. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller de l'autre côté. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont B et E vont pas faire d'activité physique. L'activité physique va vous apporter plein d'autres choses. Mais elle aura moins d'impact sur le stress que quelqu'un qui est du groupe A et D. OK? Dernière batterie, il me reste quelques minutes. La batterie mentale. La batterie mentale, c'est dans l'entreprise les problèmes de concentration, de lassitude, et on l'a vu tout à l'heure, de dépression. Alors, vous noterez que la dépression et même le burn-out, ils sont dans la partie mentale, alors qu'on pourrait les mettre dans la partie émotionnelle. C'est quoi la différence entre le système émotionnel et le système mental? Entre la batterie émotionnelle et la batterie mentale, pour vous? Qu'est-ce qui est du mental? Qu'est-ce qui est de l'émotionnel? Ouais, alors, pour ceux qui ne font pas d'anatomie, juste des mots, en fait, il faudrait trouver quelle est la différence entre les deux, en fait. Ouais, c'est presque ça. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est pas le mot que je cherche encore, mais c'est exactement l'explication. Il y a la notion de volontaire et d'involontaire. Le système émotionnel, c'est involontaire. D'accord? À part quelques yogis dans le bout du monde, on n'est pas capable, nous, d'impacter complètement, de maîtriser complètement notre système émotionnel. S'il y a un bruit de bombe à l'extérieur, on va forcément tous être paniqués. Parce qu'en ce moment, le système émotionnel est un peu sous tension. D'accord? Ça, on ne peut pas le maîtriser. Alors que le système mental, c'est je décide de. Or, dans le burn-out, qui est le stade ultime de la dépression, l'organisme est arrivé dans un stade où le système volontaire est touché. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'émotionnel, c'est je ne peux plus, même si je décide de, je n'ai pas la capacité à aller vers l'action. D'accord? Donc on touche la batterie mentale. Dans le problème... Dans le problème de mental, il y a deux choses importantes à savoir. C'est bien sûr que pour travailler sur le mental, on peut travailler avec des gens qui sont spécialistes du mental. Mais il faut savoir que l'activité physique, c'est un des moyens principaux d'améliorer notre mental et d'améliorer aussi notre humeur. D'accord ? Le docteur David Servan-Schreiber avait écrit un bouquin top là-dessus qui s'appelait « Guérir le stress sans médicaments », où ils avaient fait 2 études aux États-Unis entre les gens qui... Un groupe qu'ils avaient appelé, donc que des gens qui étaient en phase de dépression, un groupe qu'ils avaient appelé Prozac, donc ils prenaient un antidépresseur du même nom, et un groupe qu'ils avaient appelé Adidas, et qui avait 20 minutes d'activité physique tous les jours. Ils ont fait un test pendant 6 semaines. Au bout des 6 semaines, les personnes qui étaient sous traitement antidépresseur, à partir du moment où ils arrêtaient le traitement, ils rebasculaient vers la dépression, alors que les gens qui avaient fait de l'activité physique, non seulement avaient des meilleurs résultats sur la dépression, mais l'effort continuait, le bénéfice, continuait après l'arrêt de l'activité physique. Pourquoi ? Parce que les endorphines, qui sont ce neurotransmetteur, ce neuromédiateur au niveau du cortex, qui va être l'hormone du plaisir, ou de la bonne humeur, du bien-être, était sécrétée naturellement, puisqu'elle avait pris l'habitude d'être sécrétée par l'organisme. D'accord ? Donc pensez aussi à l'activité physique, pas uniquement pour perdre du poids, pas uniquement pour améliorer notre cardio et être moins fatigué, pas uniquement pour drainer l'organisme, mais aussi pour le mental. Donc l'activité physique, super important. Un point important aussi sur le mental, que font tous les sportifs de haut niveau et que vous ne faites pas assez en tant que dirigeant d'entreprise, c'est ce qu'on appelle la visualisation. C'est-à-dire que vous allez certainement le faire cet après-midi. Lorsque un sportif de haut niveau va descendre une piste de ski, va prendre un circuit de Formule 1, qu'est-ce qu'il fait ? Il visualise le parcours. Pourquoi ? Parce que dans la notion de stress, il y a la notion d'inconnu. Quand je suis stressé, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui va survenir dont je n'ai pas l'habitude ou que je ne maîtrise pas. Si j'ai visualisé le parcours avant, je sais que dans ce virage-là, je vais être balancé à gauche et qu'il va falloir que je pousse un petit peu plus sur ma jambe gauche. Si moi, en tant que cadre dirigeant ou que dirigeant d'entreprise, quand j'ai une réunion avec
mon comité de direction, quand j'ai une réunion avec les pouvoirs publics et que je vais traiter de dossiers qui sont importants, si la veille au soir, si le matin, j'ai visualisé la réunion, je me suis dit, voilà, moi je vais lui proposer ça, il va me dire que là ça ne va pas, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre? Et que si j'ai préparé mentalement la réunion, vous allez voir que quand vous allez être dans la réunion, le système émotionnel sera moins perturbateur, votre cœur sera moins fort, vous serez beaucoup plus décontracté, et en plus, vous serez beaucoup plus apte à répondre aux questions de votre interlocuteur. D'accord? Donc ça, c'est des techniques que vous ferez peut-être en pratique cet après-midi, qui sont super importantes dans le monde de l'entreprise et qu'on malheureusement on n'utilise pas assez. Dernière slide. Bien sûr, les différentes méthodes pour travailler le mental. La sophro, vous allez en faire cet après-midi. L'hypnose, ou peut-être que vous en parlerez. La PNL, il y en a plein d'autres. D'accord? Voilà. On va pas rentrer dans les... Hop, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? 2 questions, et puis après, la pause. L'alimentation, on n'en a pas parlé, mais parce que vous avez un topo dessus cet après-midi, d'accord? Mais c'est bien sûr un facteur important aussi de l'énergie de votre corps. Je pense qu'on peut dire un mot pour l'alimentation, parce qu'en fait, tout le monde ne va pas forcément aller aux mêmes ateliers. D'accord. Je dis un mot sur l'alimentation, pardon. Juste un mot. En fait, vous savez que le plus gros consommateur de sucre dans l'organisme, c'est le cerveau, avant les muscles. Et donc, en permanence, il faut mettre du diesel dans la voiture, enfin de l'essence, diesel, c'est pas la mode, de l'essence dans la voiture, et que nous, notre essence, c'est le sucre. D'accord? C'est le sucre, mais pas le sucre des bonbons qu'il y avait tout à l'heure. Le sucre lent. D'accord? Et donc, dans l'organisme, en fait, il va falloir amener en permanence les éléments nécessaires à la concentration et aussi, bien sûr, à l'énergie du corps. Et donc, cette pyramide, qui est toujours d'actualité, même si les choses changent et le programme national nutrition santé avance, mais moins vite que les choses qui changent. C'est toujours pareil, hein. L'Organisation mondiale de la santé, le PNNS, c'est des références. Il faut suivre ces références, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu plus de mal quand on voit l'importance des produits laitiers par rapport à l'organisme. Mais globalement, voilà, les éléments que vous pouvez prendre en permanence dans la journée, c'est-à-dire 4 ou 5 fois par jour, on en a parlé, l'eau, d'accord, super important. Ça, c'est toute la journée. Alors, la tasse qui fume, c'est le thé. Le thé est toléré, c'est pas le café. D'accord, le café, il n'est pas considéré comme un hydratant et c'est un polluant. 5 fois par jour, on le répète suffisamment, hein, 5 fruits et légumes par jour. Voilà, ça c'est aussi super important parce que c'est nous qui vivons pour la plupart en région parisienne, on est soumis à plus de polluants qu'ailleurs en France. Et donc, c'est vrai que les antioxydants se trouvent principalement dans ces êtres-là. On a parlé du sucre. Le sucre lent, c'est principalement compris dans la partie des céréales. Donc, on est à 3 par jour. Et puis, plus on monte, et moins on devrait en prendre. Donc, vous voyez que les protéines qu'on retrouve dans le lait, la viande et le fromage, on devrait en prendre que 2 ou 3 fois par jour. Et puis, au-dessus encore, les sucreries, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est pour se faire plaisir. C'est très important. On travaille aussi avec un monsieur emblématique du sport français qui s'appelle Jean-Claude Perrin et qui a entraîné plein de champions de tennis, de perche, etc. Il nous racontait qu'à l'époque, quand il partait dans le bloc de l'Est, puisque en fait les compétitions, notamment la perche, affrontaient beaucoup les Européens, les Américains et le bloc de l'Est, il partait toujours avec des tablettes de chocolat parce qu'il disait ils vont être dans des conditions un peu difficiles, qu'ils n'ont pas l'habitude, il fait plus froid, l'alimentation est plus rudimentaire, le logement était plus rudimentaire. Et donc, il gardait toujours, pour ces sportifs, à la fin de l'entraînement, 1 ou 2 carrés de chocolat, parce que c'est aussi le plaisir. Et ça fait partie de l'équilibre. Nous, les diététiciens avec qui on travaille, ils sont pour l'équilibre alimentaire. Hein. La baseline de Sportenus, c'est la performance par l'équilibre. On n'est pas là pour vous faire des régimes. Le but, c'est que les choses qu'on mange, tout est bon. Il faut juste le manger en proportion des besoins qu'on a dans l'organisme. OK ? Voilà pour la partie alimentation. Est-ce que vous avez des questions ? Alors,
vous allez avoir le temps de pause, et puis soit tout de suite, parce que je crois qu'ils sont en place, soit pendant les 2 heures qui viennent. Je vous invite à faire ces 4 petits tests. Vous repartez avec une petite carte qui vous dit, on relise les 4 points de l'échelle, et on voit tout de suite ce qui est équilibré, ce qui n'est pas équilibré, et ce qui vous reste à travailler pour être au top. Ce qu'on va peut-être faire, s'il n'y a pas de questions, il n'y a vraiment pas de questions, c'est présenter les personnes qui vont animer les ateliers de cet après-midi. Donc je vois Nawel Tazert, je voyais tout à l'heure Daniel Lebert, je ne sais plus où il est, voilà. Si vous voulez venir, Bénédicte Van Krenest, et tout à l'heure j'ai pas, et Lisa Benghausen. Si vous voulez bien, simplement pour vous voir, vous présenter, et puis aussi peut-être les personnes de Sportonus qui vont venir tout à l'heure. Je crois qu'ils sont en position. Ah, ils sont dehors, d'accord, ok. Voilà. Peut-être si vous voulez dire un petit mot. Là où, comme tu veux. Ok. Donc bonjour, je suis sophrologue hypnothérapeute. Donc aujourd'hui, cet après-midi, on va expérimenter en effet des exercices, la visualisation dont on a parlé, comment lâcher prise, comment récupérer de l'énergie. Donc voilà, bonjour à tous et à tout à l'heure. Voilà, et donc ça sera dans une salle qui est juste derrière. Donc on accompagnera. Daniel Lebert, j'ai 3 cursus en réalité. Je suis kiné, je suis ostéopathe et éducateur sportif, donc spécialité sport santé. Voilà, et donc j'ai la responsabilité de l'atelier activité physique. Voilà, Lisa Bellinghausen. Merci. Bonjour, je suis Lisa Bellinghausen, docteur en psychologie et ma passion c'est l'émotion. Donc je vais essayer de partager avec vous cette passion cet après-midi avec un angle qui m'est peut-être un peu propre. C'est que toute émotion est adaptation. Donc toutes les émotions sont bonnes à prendre parce qu'on peut en faire un allié pour notre bien-être et notre performance. Voilà. Merci. Merci. Et Bénédicte Van Krenest. Merci. Oui, donc Bénédicte Van Krenest, voilà, je vais parler. Je suis diététicienne et surtout micronutritionniste. Donc je soigne par l'alimentation. Donc je vais rebondir, les émotions, elles génèrent chez nous certains comportements alimentaires. Le stress, il génère chez nous certains comportements alimentaires. La santé globale dépend de notre carburant. Et l'alimentation, on doit la prendre comme un allié. Et la qualité de notre alimentation est très importante. Et certains aliments pris à certains moments de la journée, etc., peuvent vraiment influencer beaucoup notre énergie. Donc c'est ce qu'on va un petit peu dépoussiérer cet après-midi. Et voilà, à tout à l'heure. Et bon appétit. Voilà. Alors, donc là, on va pouvoir faire effectivement le diagnostic avec Sportonus. Donc, c'est à côté, en même temps que le repas. Ici, tout à l'heure, donc on aura 3 ateliers en même temps. On aura donc Daniel qui sera plutôt ici, avec une projection, et puis Lisa et Bénédicte qui se partageront la moitié de la salle, à voir comment on fera. Et donc, on alternera au bout d'un atelier d'1 heure. Voilà, bonne suite.